Merci d'être avec nous sur nos différentes plateformes, notre radio, e-radio, notre chaîne de télévision, ITV, et notre site internet, le www.emedia.sn. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le jury du dimanche. En ce dimanche 30 avril 2023, nous avons le plaisir de recevoir le tout nouveau directeur général du Fonds souverain d'investissement stratégique, FONSIS. Il a été nommé mercredi dernier, 26 avril 2023, en Conseil des ministres. Il était, depuis le 13 septembre 2023, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et avant cela, il était directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar d'avril 2012 à juillet 2014. Et à partir de 2014, il a eu à occuper plusieurs fonctions ministérielles, ministre du Tourisme et des Transports aériens, ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il a aussi été maire de la commune de Yoff de 2014 à 2022. Abdoulaye Diouf Sarr, bonjour. Bonjour Aïtaza, ça me fait plaisir de répondre ce matin à votre invitation. Permettez-moi d'emblée de rendre hommage à un monument de la presse sénégalaise, M. Mamles Camara, qui nous a quittés ce matin, qui mérite sa place au panthéon de la presse. J'aimerais véritablement lui rendre hommage, c'est une très grande plume. En tout cas, il faisait partie de ces journalistes qui font rêver. Et au nom de toute, j'allais dire, ma famille, parce que fondamentalement, c'est quelqu'un que j'appelais affectueusement mon grand, j'aimerais présenter mes condoléances à sa famille, mais à toute la presse. Très bien. Vous venez de dire, la presse sénégalaise est en deuil. Le journaliste Mamles Camara est décédé. Brillant journaliste, formateur hors pair. Il capitalise 40 ans d'expérience, principalement en radio. Mamles Camara fut l'un des journalistes qui ont fait l'unanimité au sein de sa corporation, mais également du public. Ancien secrétaire général du SYNPICS, il s'est toujours distingué par ses positions de principe et son engagement pour la liberté, la démocratie et le respect des droits des citoyens. Formateur de plusieurs générations de journalistes sénégalais et africains, le fondateur de la radio Envie FM s'est également beaucoup battu pour que des thématiques comme l'environnement soient davantage abordées dans les médias. Le groupe E-Média s'associe à la peine de ses parents et amis, présente ses sincères condoléances à tout le peuple sénégalais pour le repos de son âme. Alors, vous venez de le dire, Abdoulaye Diouf Sarr, je viens de le dire, vous avez été nommé directeur général du FONSIS. Je tiens à préciser que je vous ai invité bien avant votre nomination. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette nomination? Merci. J'aimerais d'abord remercier le chef de l'État pour cette confiance toujours renouvelée. En me nommant directeur général du FONSIS, il renouvelle effectivement une confiance en ma personne. Mais aussi, j'aimerais effectivement dire qu'en me nommant aussi ministre de la Santé ou avant ministre de la gouvernance locale ou ministre du Tourisme, et même en me proposant dans le cadre de Benno Bokk Yakaar comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'était aussi une marque de confiance. Comment je l'ai accueilli? Je l'ai accueilli en missionnaire. Si vous me suivez très souvent, quand j'interviens, à chaque fois que j'appréhende une mission, je dis, dans mon état d'esprit, c'est quelqu'un qui a fini une mission et qui commence une autre. Parce que la vie, en réalité, elle est une succession de missions. Et pour moi, mercredi passé, le chef de l'État, effectivement, m'a invité à prendre en charge une nouvelle mission, mais une mission autrement plus importante. C'est vrai que le Parlement, c'est dans le domaine du législatif, mais là, nous sommes dans l'exécutif avec peut-être une dimension stratégique. Nous aurons l'occasion peut-être d'y revenir, parce que quand vous m'invitiez, j'étais encore premier vice-président de l'Assemblée nationale. Effectivement. 2 jours après, je suis nommé directeur général du FONSIS. Je ne voulais pas effectivement dérégler vos programmes, je suis obligé de venir parce que c'est important de venir communiquer. Mais il est important de noter que peut-être votre invitation
a créé peut-être un petit déclic du point de vue de la chance. Ça vous a porté chance, c'est ça, en réalité. Alors, après votre nomination, Abdoulaye Diouf Sarr, des voix se sont levées, estimant que votre nomination est une atteinte à la transparence au vu de la gestion des fonds Force Covid-19. Vous répondez quoi? Non, pour moi, c'est des voix qui n'ont pas compris grand-chose. C'est tout, hein, parce que fondamentalement, s'ils avaient réellement lu le rapport en question, s'ils avaient suivi le dossier dans le fond, ils devaient effectivement m'applaudir, me féliciter à nouveau après la bonne gestion technique du dossier, parce que fondamentalement, quand on regarde le rapport, il n'y a rien fondamentalement qui puisse quand même remettre en cause la transparence dans la manière dont j'ai géré effectivement les ressources publiques. Mais dans des contextes comme ça arrive, hein, il faut absolument que les personnes donnent leur avis, il faut respecter ces avis, mais c'est parce que simplement ils ignorent le fond des choses. Nous avons énormément fait, non seulement du point de vue technique, pour la maîtrise de la pandémie, mais de toute façon, le rapport et la gestion de la pandémie, on en reparlera. On en reparlera, mais il était important de noter d'emblée qu'il peut y avoir toujours ce genre de réactions, qui des fois d'ailleurs sont des réactions très politiciennes, mais fondamentalement, ce que nous avons fait était formidable. Et d'ailleurs, cela peut être noté comme une consécration, une reconnaissance de la meilleure gestion financière de la gestion des fonds Covid. Alors, Abdoulaye Diouf Sarr, vous venez tout juste d'être nommé au FONSIS. Quelle orientation voulez-vous donner au FONSIS? Je ne sais pas si, avant ma prise de service, je peux effectivement développer, mais je vais juste vous dire que le FONSIS est un instrument extrêmement important de la mise en œuvre du PSE. Ça, il faut le noter. Et d'ailleurs, le FONSIS, dans sa conception et dans sa mise en place, précède d'ailleurs le PSE comme étant instrument, comme étant référentiel de la politique économique. Parce que, souvenez-vous, dans le Yoonu Yokkute déjà, quand on était dans l'opposition, on avait prévu d'avoir deux instruments majeurs, le FONGIP et le FONSIS. Et le FONSIS devant prendre en charge comme véhicule d'investissement tout ce qu'il faut faire en termes d'efforts pour structurer et pour transformer l'économie sénégalaise. C'est un véhicule d'investissement important. Donc la vision, il ne faut pas aller la chercher ailleurs. La vision est contenue dans le plan Sénégal émergent et aussi l'ambition, et l'ambition effectivement d'un homme, le président Macky Sall, qui veut effectivement donc que le Sénégal se positionne de manière définitive sur l'orbite de l'émergence. Nous n'allons pas donc nous épancher outre mesure là-dessus, parce que dans quelques jours, nous allons prendre service au niveau de cette institution extrêmement importante pour l'investissement et le développement du Sénégal. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Très bien. Alors, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, vous n'allez sûrement pas oublier l'année 2022, de sitôt marquée par une série de drames dans les structures hospitalières. Le 1er avril, Astou Sorna est décédée lors d'un accouchement dans des circonstances assez troublantes à Louga. Le 25 mai, 11 bébés perdent la vie dans un incendie à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Un an auparavant, en avril 2021, déjà 4 bébés avaient péri dans des circonstances similaires à Linguère. À la suite de ce drame de Tivaouane, vous avez été démis de vos fonctions. Alors, estimez-vous que ceux qui réclamaient votre tête, votre démission, ont eu raison sur vous? Est-ce que c'est eux qui ont poussé le président Macky Sall à vous limoger? Non, je ne le pense pas du tout. Pas du tout alors. Vous savez, quand le président Macky Sall me confiait le ministère de la Santé et de l'Action sociale, je vous l'apprends, il ne m'a pas demandé mon avis. Je l'ai appris en même temps que tous les Sénégalais. Ah bon? En lisant le communiqué du Conseil des ministres, c'est parce que le chef de l'État connaît son homme et lui fait confiance. Parce qu'on ne peut pas confier un ministère aussi important que la santé et l'action sociale à quelqu'un qu'on ne consulte pas et qu'on ne connaît pas. Donc, de ce point de vue-là, il était important. Et quand on est venu, on a compris tout de suite... Quand il a fallu vous limoger, est-ce qu'il vous a consulté? Je vais y arriver pour permettre véritablement
aux téléspectateurs de bien comprendre. Oui. Et quand je suis arrivé au ministère, j'ai compris que ma feuille de route était claire. Ma feuille de route était de gérer un système de santé. On ne me demandait pas d'entrer dans les blocs opératoires pour opérer. On ne me demandait pas d'entrer dans des labos pour faire des analyses. C'était un gestionnaire à qui on a confié un système global. Et j'ai abordé le système de santé dans tous ces aspects de la pyramide pour y apporter des transformations majeures. Et Dieu sait, et ça, peut-être que ça va heurter un tout petit peu ma modestie, Dieu sait que j'ai énormément fait bouger les lignes en matière de santé. Je vais donner effectivement 2 ou 3 exemples parce qu'on n'aura pas le temps de développer là-dessus. J'ai, pendant mon magistère, réalisé 4 hôpitaux. C'était la première fois au Sénégal. J'ai, pendant mon magistère, transformé, mais totalement, la vision effectivement de la gestion des ressources humaines, en augmentant par exemple, sur une proposition que j'ai faite au président, les bourses de spécialisation. Ça, nous l'avons fait. Dalal Jamm, vous y allez aujourd'hui, mais vous trouvez un hôpital moderne. Et ça, c'était extrêmement important. Sans compter le travail remarquable un hôpital dont que la nous fonctionnalité a été remise en cause. Hein, au début. Mais aujourd'hui, vous y allez, vous allez voir que véritablement, c'est l'hôpital de référence. Donc, au plan ressources humaines, le travail qu'on a fait pour mettre des sages-femmes, des infirmiers, des spécialistes un peu partout dans le pays, en renforçant considérablement le plateau technique, même dans les postes de santé, dans les centres de santé, je crois que ça a été remarquable. L'autonomisation de l'oxygène. L'oxygène posait problème, mais aujourd'hui au Sénégal, les structures de santé produisent de l'oxygène. On doit ça à la pandémie de Covid-19. Non, pas seulement. On doit ça à une vision, on doit ça à des efforts, on doit ça aussi à l'investissement massif qu'on a apporté pendant la pandémie Covid-19. Pour revenir maintenant à votre question, non, je ne pense pas. Je pense que quand une situation se pose dans un pays et qu'il y a donc une clameur, cette clameur-là, il faut la gérer au plan donc, stratégique. Il est important peut-être des fois de prendre juste une mesure d'apaisement. Mais la mesure d'apaisement, ce n'est pas une mesure pour, comment dirais-je encore, indexer en termes de responsabilité. Ça, je crois que donc vous voulez dire que le président vous a mis en retrait pour calmer la situation? Parce que la situation l'exigeait, exigeait en ce moment-là qu'un message soit envoyé à la population de manière globale pour apaiser effectivement donc, ce climat donc, assez compliqué qui se passait. Oui. Mais si vous remarquez bien, dans ces hôpitaux-là, notamment à Tivaouane, les responsables techniques de la gestion de l'hôpital n'ont pas été fondamentalement inquiétés. Donc on n'a pas voulu être dans une logique d'indexer les responsables. Dans d'autres pays du monde, des personnalités ont démissionné pour moins que ça. Pourquoi vous n'avez pas pris les devants et dire pour apaiser la situation, moi, Abdoulaye Diouf Sarr, je démissionne? Je ne suis pas dans une position, dans un contexte comme ça, de ne pas laisser au chef de l'État l'initiative. Je suis donc un homme qui est loyal au président Macky Sall, qui lui sera loyal jusqu'au bout. Donc dans un contexte comme ça, j'ai estimé que c'est au président d'apprécier la situation et d'en tirer effectivement les conséquences et que moi je devrais simplement accepter les conséquences tirées par le chef de l'État. Être dans une logique de tirer la couverture sur lui, de dire je vais démissionner, je vais faire le Rambo, je crois que ce n'est pas bon. Et d'ailleurs pour l'histoire, je vais vous dire, quand j'allais donc à Tivaouane, en provenance de Genève, je suis descendu à l'aéroport et je suis allé directement sur Tivaouane. Avant d'arriver, il y a un ami, un camarade de Benno Bokk Yakaar, un grand responsable, qui m'envoie un message en cours de route pour me dire vous posez un acte, vous entrez dans l'histoire. Avant d'arriver, dès que vous arrivez, posez votre démission, ensuite, etc. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais ne comptez pas seulement pour faire ça. Ah bon? Faire ça, c'est effectivement donc essayer de faire un buzz personnel sur un drame. Moi, je serai loyal au chef de l'État jusqu'au bout.
je laisserai effectivement au président de la République. Mais vous étiez loyal, mais est-ce que vous aviez compris la logique d'apaisement qui était derrière le message du chef de l'État? J'ai bien compris. Si, pourquoi vous n'avez pas pris les devants? J'ai bien compris la logique d'apaisement parce que vous savez, quand un président fait ça, il ne se lève pas juste pour dire je prends le décret. Au moins, il parle à son ministre. Donc, j'ai eu effectivement l'amabilité d'avoir le président qui m'a informé de la décision qu'il va prendre. Très bien. Alors là, c'est extrêmement important. Et si j'avais suivi ce camarade ou on peut savoir qui cet ami, je vais effectivement poser un acte qui pouvait me mettre comme ça, moi, sous le buzz de l'actualité, mais qui, de mon point de vue, ne serait pas loyal vis-à-vis. On peut savoir qui c'était? Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Je veux juste parler du fond, mais les autres aspects ne sont pas des aspects importants. Alors, vous quittez l'Assemblée nationale après 8 mois de présence comme premier vice-président de l'institution. Alors, que retenez-vous, Abdoulaye Diouf Sarr, de votre passage à l'hémicycle? Je retiens effectivement beaucoup de choses. J'avoue aussi que j'ai appris. J'ai appris l'écosystème et l'environnement du pouvoir législatif. J'ai appris effectivement donc des choses que je ne pouvais pas connaître si je n'étais pas dans l'hémicycle, comment fonctionne véritablement l'institution au plan opérationnel. Mais j'ai retenu ce que beaucoup de Sénégalais ont retenu, que la 14e législature, quand même, sur certains aspects, laisse effectivement un goût de regret. Il y a quand même des choses qu'on pouvait éviter. Comme? C'est ça que je retiens. Ce qui s'est passé, vous l'avez vécu lors de l'installation du président de l'Assemblée et du bureau. Mais ce qui s'est passé avec l'affaire Amin Ndiaye Gniby, vraiment, ce sont des choses qui resteront effectivement comme une tache noire sur l'institution parlementaire. Alors, la 14e législature, on note une forte présence de l'opposition, une première d'ailleurs au Sénégal. Les députés de Yewwi Askan Wi ont déploré plusieurs fois l'inertie de l'Assemblée nationale et ont même accusé le président de négliger des questions adressées au gouvernement. Qu'est-ce qui expliquerait ces blocages dans le fonctionnement de l'Assemblée, comme l'ont dit les députés de Yewwi? Mais heureusement que vous dites que, comme l'ont dit les députés de Yewwi, ce sont les députés de Yewwi que l'on dit. Mais ils ne pouvaient pas dire autre chose. Ils sont dans leur rôle. Mais l'institution parlementaire fonctionne. Hier, on a tenu une bonne réunion. Avant cela, il y avait une longue pause quand même. Mais la pause, longue pause par rapport à leur appréciation du calendrier. Mais le calendrier de l'Assemblée appartient effectivement aux instances qui gèrent l'Assemblée nationale. Mais leur souhait peut-être, en tant que député de l'opposition, serait que tous les jours, H24, qu'on soit sur le ring de l'Assemblée en train de se donner des coups. Ce n'est pas ça la logique d'un bon Parlement. Un bon Parlement, c'est effectivement faire avancer le pays sur un certain nombre de dossiers importants et sur un débat serein. Donc, ce qu'ils disent, nous ne pouvons pas considérer que c'est la vérité absolue. Mais c'est quand même des accusations assez graves. Vous voulez dire qu'elles ne sont pas fondées? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire que les députés de Yewwi jouent leur rôle. Il aurait dit autre chose, ça allait surprendre les Sénégalais. Leur rôle, c'est de dire que ça ne marche pas. Leur rôle, c'est de dire qu'on ne nous convoque pas. Leur rôle, c'est de dire que l'Assemblée ne fonctionne pas. Mais posez la question à Abdoulaye Diouf Sarr, posez la question à un autre, ils vont vous dire que l'Assemblée a un calendrier qui, effectivement, donc, est déterminé par ses organes. Et je viens de vous dire que hier, on a tenu effectivement une réunion de bureau où il y avait les députés de Yewwi. On a fait effectivement une bonne séance et on s'est quitté. Donc, demain, ils peuvent dire, bien, écoutez, ça ne marche pas parce qu'on ne nous a pas convoqués hier, mais ce n'est pas effectivement curieux, ce n'est pas surprenant parce qu'ils jouent leur rôle. Ils vont toujours se présenter en face des Sénégalais pour dire que ça ne marche pas. Donc, ça ne me surprend pas du tout. Alors, la députée Marietou Dieng du parti Rewmi a démissionné il y a quelques jours du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. On va faire un tout petit peu de calcul. Du point de vue arithmétique, Benno Bokk Yakaar compte 82 députés contre 80 pour Yewwi Askan Wi et Wallu et plus 3 députés non inscrits, ce qui fait 82 contre 85. Alors, comment la coalition Benno Bokk Yakaar pourra gérer cette situation, ou même, si je peux me permettre, cette minorité à l'Assemblée nationale? Mais ce n'est pas une minorité du tout, Aïssata. C'est une majorité. Elle n'est peut-être pas absolue, mais c'est une majorité. Majorité dans quel cas? Je vais vous l'expliquer. Allez-y. On a 3 groupes. On n'a pas l'opposition et Benno Bokk Yakaar.
on a le groupe Benno Bokk Yakaar, on a le groupe Yewwi Askan Wi et on a le groupe Wallu. Mais quand on regarde les rapports, c'est le groupe Benno Bokk Yakaar qui est majoritaire par rapport à ces groupes-là. Il ne faut pas avoir tout de suite le réflexe de fusionner Yewwi et Wallu. Pourquoi les dissocier? Mais parce que ces deux groupes... C'est tous deux des membres de l'opposition. Je vais vous dire. Ces deux groupes et les non-inscrits ont démontré à la face du monde que quand les intérêts du Sénégal sont en jeu, quand fondamentalement on est là pour décider de questions importantes, ils ne sont pas dans des positions automatiques d'opposition. La preuve d'ailleurs, c'est avec le même rapport donc, numérique qu'on a voté effectivement le budget du Sénégal. C'est avec le même rapport numérique qu'on a effectivement fait passer la motion de censure, etc. On était 82. Ça veut dire que les gens ne sont pas dans des logiques opposition-pouvoir. Ils sont dans des majorités d'intérêts et dans des majorités effectivement d'idées. C'est pourquoi cette situation-là n'a fondamentalement rien de dangereux par rapport à l'équilibre de notre système, parce que quand des questions importantes vont se poser, les députés vont se déterminer en fonction des intérêts du pays. C'est pourquoi d'ailleurs, au niveau de la motion de censure, on était 82, exactement le même nombre, c'est passé. Est-ce que cela ne donne pas raison à ceux qui disent qu'il y a un deal entre les députés de Wallu et l'État du Sénégal? Non, pourquoi les gens vont chercher le deal partout? Pourquoi les gens vont chercher le deal partout? Je ne pense pas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les députés de Wallu. Je ne vois pas comment l'honorable député Lamine Thiam, avec son expérience, sa culture, va être dans des logiques comme ça. C'est simplement des positions de responsabilité. Quand l'intérêt du pays se pose, quand véritablement il y a un débat qui traverse le pays et qui est un débat d'intérêt national, les gens ne se déterminent pas sur des considérations partisanes, se déterminent sur des considérations d'intérêt du Sénégal. Et je crois que c'est ça qui a fonctionné pour faire passer le budget du Sénégal, c'est ça qui a fonctionné par rapport à la motion de censure, et ça qui va continuer de fonctionner. Il ne faut absolument pas croire qu'il y a un bloc de l'opposition qui a la même philosophie. Dans l'opposition, il y a certes ceux qui sont systématiquement pour le chaos, et il y a d'autres qui sont assez responsables, sans compter d'ailleurs dans les non-inscrits, d'honorables députés d'une responsabilité importante qui prennent des positions tout à fait libres sans tenir compte de cette stratégie du chaos. Au-delà du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, la coalition Benno Bokk Yakaar en question, Idrissa Seck qui claque la porte, la coalition est-elle en train de s'essouffler? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Idrissa Seck est un acteur politique majeur, un grand homme politique que nous respectons. Mais il a tout à fait le droit, face à une situation politique, face à un contexte, d'évaluer et de prendre une décision. Je crois que c'est ce qu'il a fait en toute responsabilité. Et il fallait aussi en tirer les conséquences. Quand on prend une décision de cette dimension-là, les conséquences sont tirées aux deux niveaux. Ce qui a été fait. Et il faut noter aussi, pour s'en réjouir, l'élégance donc, qui a couvert la relation effectivement entre le président Sall et Idrissa Seck. On a souvent tendance dans des cas de figure comme ça de voir de grands leaders se quitter en se déchirant. Alors qu'en démocratie, on peut défendre ses idées dans des principes et dans de l'élégance. Moi, j'ai fondamentalement donc magnifié cela. On sent que derrière, on peut effectivement défendre des principes, se battre, mais tout en restant élégant dans la démarche. Je sais que vous allez dire qu'on voit le deal partout. Il y en a qui voient le deal également entre Macky et Idi. Oui, c'est ce que d'ailleurs je disais tantôt. On voit le deal partout. Dès que les choses sont faites de manière élégante, dès que les choses sont faites d'une manière effectivement qui ne soit pas forcément conflictuelle avec des muscles, dès que les choses sont faites dans le respect mutuel, les gens pensent au deal. Alors que fondamentalement, la véritable direction de la démocratie majeure dans un pays doit effectivement mener à ça. Que l'on arrive effectivement à prendre des positions des fois dures dans les principes, en le faisant dans l'élégance du relationnel. Parce que fondamentalement, chacun défend son point de vue. Mais le plus important, c'est le pays, l'intérêt du Sénégal. Donc, moi, je trouve que Idrissa Seck effectivement a pris cette position, mais la coalition Benno Bokk Yakaar continue effectivement donc son chemin. C'est une coalition robuste. C'est une coalition qui est là depuis 2012, imaginez-vous. Est-ce qu'elle pourra tenir jusqu'en 2024 et bien après? Mais
je vous dis que cette coalition-là porte en elle un dispositif qui lui permette fondamentalement de tenir et de traverser le temps. Quel est ce dispositif? Je vais vous l'expliquer. 2012, le président Macky Sall prend le pouvoir. Au deuxième tour, réunit effectivement toutes les forces vives de la nation pour leur dire que nous allons gagner ensemble et gouverner ensemble. C'est une promesse. Donc, cette coalition repose sur une promesse tenue. Et c'est fondamental. Si la promesse n'était pas tenue de 2012 à maintenant, mais en cours de route, la coalition allait effectivement éclater en 1000 morceaux. Mais la promesse tenue est fondamentalement l'élément de base, le socle de la robustesse de la coalition. Autre chose, au-delà du fait que la promesse est tenue, mais la promesse est tenue sur la base aussi d'un projet. Le projet, c'est que Benno Bokk Yakaar porte le projet pour l'émergence du Sénégal. Et tous les acteurs de Benno se disent, par rapport à ce projet d'émergence du Sénégal, nous sommes à équidistance de l'objectif. C'est pourquoi les gens ne se sentent pas isolés ou évacués, mais non, les gens se sentent concernés. Promesse tenue et les gens se sentent concernés. Très bien. Voilà le moteur de la robustesse de la coalition Benno Bokk Yakaar qui va traverser le temps et gagner les élections en 2024. Est-ce que l'autre faiblesse de la coalition Benno Bokk Yakaar, ce n'est pas, si je peux le dire ainsi, le manque de numéro 2. Quand on dit Benno Bokk Yakaar, on passe forcément Macky. Benno Bokk Yakaar, le candidat, vous pensez Macky également. Est-ce que ce n'est pas une petite faiblesse de cette coalition également? Si demain Macky ne se présente pas. Vous savez, hein, 2012-2023, nous avons déjà fait quand même du chemin. Pour une coalition qui n'a jamais effectivement donc bougé du point de vue de sa stabilité. Et vous me parlez de faiblesse, la coalition Benno Bokk Yakaar est très forte. Cependant, il peut y avoir des dysfonctionnements. Mais ce que vous notez ne pose pas, ce que vous notez ne pose pas de dysfonctionnement du tout. Au contraire, on a effectivement quelqu'un qui dirige la coalition dans le respect de sa parole donnée, dans le respect de ses partenaires, et les partenaires sont là et se sentent concernés. Et les choses marchent par rapport au projet qui est de transformer le Sénégal de la manière la plus remarquable. Alors, vous suivez le JDD, le jury du dimanche sur iRadio, ITV, eMedia.sn. Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale, est notre invité. Abdoulaye Diouf Sarr, dans la séquence que nous allons aborder, il s'agira pour nous, ce matin, de mieux comprendre la gestion de la Covid-19 et des éléments du rapport de la Cour des comptes sur la question. Le 2 mars 2020, le Sénégal enregistrait son premier cas de Covid-19. Près de 89 000 cas enregistrés selon le dernier point publié par le ministère, sorti le 9 avril. 1968 personnes décédées. En tant que ministre de la Santé, vous avez eu à prendre d'innombrables décisions concernant la gestion de la pandémie au Sénégal. Y en a-t-il que vous regrettez aujourd'hui? Je ne sais pas si je peux me permettre de regarder le rétroviseur en termes de regret de ce que j'y vois. Non, moi je suis formaté d'une certaine manière. Quand je gère un système, je suis conscient que tout ne peut pas être rose. Forcément, il y a des dysfonctionnements. Il y a des choses effectivement qu'on appréhende peut-être avec le temps d'une autre manière. Et j'allais dire que non, je ne regrette pas énormément de choses, mais certainement, s'il y avait à reprendre un certain nombre de choses, peut-être que je vais tirer de l'expérience que j'ai eue, je vais tirer des leçons apprises pour avoir certainement une autre posture, une autre approche. C'est comme ça que je conçois les choses. Mais je ne conçois pas les choses en termes donc, de regret. C'est vrai que la Covid-19 a été donc quelque chose d'extraordinaire. Le 2 mars, le Sénégal plonge dans la Covid. Et le 2 mars, donc, au jour de mon départ du ministère, mais je me suis donné d'une manière extraordinaire parce qu'un homme me faisait confiance pour me confier la politique de riposte, mais le pays était suspendu à ce que nous faisions. Je n'avais pas le droit de flancher.
je devais effectivement rester robuste pour montrer aux Sénégalais que la chose est maîtrisée et c'était extrêmement important. J'espère quand même qu'on va revenir sur un certain nombre de choses qui permettront aux Sénégalais de se souvenir de ce qui s'est passé. Mais non, je ne suis pas là pour avoir une approche de regret. Vous ne regrettez rien. Mais si c'était peut-être à refaire, j'allais tirer des leçons de ce que j'ai fait pour améliorer donc la posture et la riposte. Très bien. Alors, quelques semaines après l'apparition du premier cas, le président de la République annonce la création d'un fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la maladie avec un objectif de 1 000 milliards de francs CFA. Abdoulaye Diouf Sarr, comment appréciez-vous la gestion qui a été faite de ces fonds? Oui, je crois qu'il y a lieu de rappeler un certain nombre de choses. Avant même la création de ces 1 000 milliards de fonds Force Covid-19, il y a eu effectivement donc la mise en place d'un dispositif de préparation de la riposte. Je crois que c'est important. Le président n'est pas venu juste pour dire, écoutez, il y a la Covid, nous créons effectivement un fonds Force Covid-19 et nous y mettons 1 000 milliards. À notre niveau, on a fait un travail remarquable pour mettre en place un plan de riposte. Et dans le plan de riposte, il y avait effectivement donc une très bonne budgétisation. La gestion effectivement de ce fonds, Force Covid-19, qui n'est pas un fonds pour éjecter le virus. Ça, je crois qu'il est important aussi de le préciser pour les Sénégalais qui nous écoutent. Parce que quand on entend 1 000 milliards, on peut avoir l'impression que le chef de l'État a mis 1 000 milliards à la disposition du ministère de la Santé pour combattre la Covid-19. C'est une très mauvaise appréciation des choses, c'est une très mauvaise compréhension. 1 000 milliards, c'était un fonds pour la résilience économique et sociale du pays. Parce que si on ne mettait pas cet argent dans l'économie du Sénégal, notre croissance allait dégringoler. Nous allons avoir effectivement des problèmes économiques conjugués aux problèmes donc, sanitaires. Donc le fonds ne servait pas seulement à éjecter le virus, mais c'était soutenir bien sûr l'économie du Sénégal pour que cette économie ne s'écrase pas. Et dans ce fonds, il y a un volet sanitaire, c'est le premier volet, parce qu'il y avait 4 volets. Le premier volet, c'était le volet résilience sanitaire, soutenir effectivement le système de santé. Le deuxième volet, c'était effectivement un volet donc soutien des ménages et l'emploi. Le troisième volet était un volet soutien des entreprises. Et le quatrième volet, c'était un volet approvisionnement en énergie et produits pharmaceutiques, etc. Alors, fondamentalement, il est important de clarifier ça. Parce que si on ne clarifie pas, on entre dans la perception, j'allais dire, globale. L'opinion croit que 1 000 milliards, c'était... Donc 1 000 milliards pour lutter contre les conséquences. Là, il fallait tout de suite que je clarifie. Je crois que c'est assez clair. Alors 2 ans plus tard, un audit de la Cour des comptes fait état de fautes de gestion et des infractions pénales présumées commises. Alors, comment, Abdoulaye Diouf Sarr, appréciez-vous le travail de la Cour des comptes dans ce dossier? Je trouve que la Cour des comptes a fait un bon travail. Je trouve que la Cour des comptes a fait un bon travail et je trouve que dans un État qui se respecte, il faut absolument donc des organes de contrôle a priori, de contrôle a posteriori. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que dans toutes les institutions, il doit y avoir de lutte interne et de lutte externe. Et la Cour des comptes, comme l'IGE d'ailleurs, sur certains donc, registres, joue ce rôle-là de contrôle externe a posteriori. Et c'est son rôle, la Cour des comptes. Le travail a été globalement très bien fait. Et dans le rapport de la Cour, si vous l'avez lu, il y a... On va revenir. Je suis sur les généralités. Oui, je vais vous laisser revenir après. Vous allez voir effectivement que c'est tellement bien fait que la Cour ne s'est pas limitée à donc indexer des gens en leur disant effectivement, non, la Cour est allée au-delà pour faire des recommandations d'efficience. Parce que dans un contrôle, il y a la partie recommandation d'efficience et recommandation de régularité. Donc vraiment, c'est ce que je voulais effectivement dire. On va peut-être de manière plus précise développer, mais la Cour a fait un bon travail sur ce rapport Covid, comme d'ailleurs elle fait un bon travail sur beaucoup d'autres rapports. Parce que dans une république, encore une fois, si on n'a pas des
organes et des structures de cette dimension-là, il se pose un problème de transparence de manière globale. Alors, la Cour des comptes indique dans son rapport que plus de 19 milliards, Abdoulaye Diouf Sarr, ont été dépensés sans lien avec la Covid-19. Et en lisant le rapport, dès le début, la Cour des comptes avertit et précise que le ministère de la Santé que vous dirigiez à l'époque n'a pas répondu aux observations et projets de recommandations contenus dans le chapitre portant sur le pilotage stratégique de la maladie. Vous confirmez ce fait? Je reviens là-dessus pour dire que quand le vérificateur fait effectivement donc un rapport, le rapport est envoyé bien sûr aux différentes structures. Et dans les réponses, on n'est pas obligé de dire à la Cour sur ça nous ne sommes pas d'accord, ça nous ne sommes pas d'accord. Nous donnons des avis sur des éléments effectivement. La Cour dit que vous n'avez pas répondu. Si, il y a quand même une réponse. Il y a une réponse sur les aspects sur lesquels nous voulons effectivement lui donner des informations. Par exemple, je vous donne un exemple pour vous dire qu'on a répondu. On va revenir d'ailleurs peut-être sur ce point-là. Sur le dossier sur la PNA, on a bien expliqué pourquoi effectivement on n'a pas jugé nécessaire sur tel article d'aller à la PNA parce que quand on a demandé une proforma à la PNA, il se trouve que son offre était plus chère. Ça, c'est juste pour donner un exemple, pour vous prouver qu'on a répondu. Mais il y a des aspects sur lesquels peut-être on n'a pas apporté réponse. Le pilotage stratégique et opérationnel. Oui, parce que le cadre stratégique opérationnel, la Cour a donné peut-être un avis sur lequel nous n'étions pas effectivement donc tout à fait en phase pour lui apporter une contradiction. Mais votre ministère, Abdoulaye Diouf Sarr, votre ministère était l'acteur principal de la mise en œuvre du pilotage stratégique opérationnel du pilier 1 du programme de résilience économique et sociale. Donc, est-ce que vous n'aviez pas obligation de répondre? Non. Je crois qu'Aïssata, il faut qu'on se comprenne. Oui. Le cadrage stratégique de la riposte était élaboré effectivement à notre niveau en termes de propositions. Parce que je vous ai dit qu'avant qu'on aille effectivement à la riposte, il fallait absolument qu'on dispose d'un plan de riposte. Et dans le plan de riposte, notre structuration était d'avoir un cadre de pilotage géré à un niveau vraiment macro, un cadre stratégique par le CNGE, un cadre opérationnel par le comité opérationnel qui était au niveau du CES et les structures opérationnelles. Nous avons estimé que ce qui a été proposé dans notre schéma de pilotage était une très bonne proposition. Donc, il ne faut pas croire que la Cour, en apportant effectivement des observations par rapport à ce cadrage, vient pour remettre en question effectivement le cadrage. C'est pourquoi je dis dans notre réponse, nous avons estimé que le cadrage proposé dans le plan de riposte était un très bon cadrage. C'est-à-dire au plan d'ailleurs macro, stratégique, il y a quelque chose qui se passe autour du président de la République, autour du ministre et autour du CNGE. Au plan opérationnel, il y a quelque chose qui se passe au niveau effectivement du CES et du groupe opérationnel. Et maintenant, il y a des instances à ce niveau. La Cour peut-être peut apporter des observations de correction en demandant que, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de recommandations d'efficience. D'accord. Alors, la Cour a aussi relevé un renchérissement des coûts d'acquisition d'équipements médicaux qui a fait perdre 1 milliard de francs CFA à l'État. C'est énorme. Abdoulaye Diouf Sarr, vous êtes d'accord avec moi? Alors, comment... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord avec vous, voilà. Vous n'êtes pas d'accord dans quel cadre? Ce que dit la Cour n'est pas vrai ou 1 milliard, c'est trop peu? Non, je ne suis pas d'accord avec votre appréciation de la situation. D'accord. Vous savez, moi je suis aussi auditeur et je sais effectivement lire un rapport d'audit et quand la Cour fait des recommandations, la Cour donne effectivement un certain nombre d'observations. Mais il ne faut pas simplement lire ce que la Cour, il faut lire la réponse effectivement de l'acteur, la réponse du ministère de la Santé. Et dans ce cas précis, je trouve que le ministère a fait même gagner effectivement à l'État plus de 1 milliard. Comment ça? Parce que quand vous lisez effectivement dans le rapport la réponse du DAGE du ministère, elle vous dit que sur ces articles-là, quand on a demandé à la PNA de nous faire une cotation,
ces prix étaient nettement plus chers que les prix que nous avons. C'est parce que la Cour a dit dans son rapport. Ah si, vous en comparaison, la Cour dit qu'en comparaison à ces mêmes équipements, la même quantité, les prix qu'ont donné la PNA étaient largement inférieurs. C'est pourquoi je dis, dans la réponse du DAGE, le numéro du devis que la PNA a envoyé à la structure pour dire que sur ces prix-là, voilà donc ce que moi je propose. Le numéro du devis est donné dans la réponse effectivement du DAGE et qui explique que voilà, si on avait acheté à la PNA, nos prix seraient nettement plus chers. Donc, il ne faut pas regarder seulement du point de vue de l'observation, il faut aussi regarder du point de vue de la réponse. C'est pourquoi je dis, sur ce point particulier, fondamentalement, je ne pense pas que l'on ait fait perdre à l'État des ressources. Au contraire, je trouve que l'acquisition a été faite dans les meilleures conditions pour faire gagner effectivement de l'argent à l'État ou pour qu'il n'y ait pas de manque à gagner à l'État, parce que je suis persuadé que si on avait suivi effectivement l'acquisition telle que lancée dans le cadre de la commande avec une offre de la structure PNA, on allait quand même payer plus cher. Alors, l'attribution des marchés était-elle transparente, Abdoulaye Diouf Sarr? Mais oui, je trouve. Je trouve que l'attribution des marchés était transparente. Et je vous renvoie au contexte, Aïssata. Je vous renvoie au contexte où on était dans une situation où le pays était à l'arrêt. Le pays était à l'arrêt, l'activité économique était complètement donc à l'arrêt. Et fondamentalement, en face, il y avait très peu de personnes qui bougeaient pour aller même faire de l'acquisition sur l'international. On était dans une position où l'offre était plus rare que la demande. Et ça, c'est important à noter. Et même dans ces conditions-là, il y a 3 éléments qui étaient essentiels pour nous. Est-ce que le coût était bon? Et en aucun moment, même dans le cas que vous citez, nous avons effectivement donc démontré que les acquisitions étaient moins chères parce que moins chères que ce qu'offrait la structure nationale. Autre élément, est-ce que le délai, est-ce que la personne à qui on a commandé peut nous amener le matériel dans un contexte où il n'y avait pas d'avion dans de très bonnes conditions? Et la qualité de la commande. Je crois que sur ces éléments-là, on a quand même fait une très très bonne mission financière parce que, encore une fois, c'est ce que l'État voulait, c'est parce que c'est ça que l'État voulait qu'il a demandé à ce que l'on fasse une dérogation au Code des marchés publics. Parce que si on suivait la procédure classique des marchés publics, on risquait d'avoir d'énormément de difficultés par rapport à l'efficacité de la riposte. Alors, la Cour a justement indexé cette dérogation au Code des marchés publics de 2014 dont vous parlez, parce que selon elle, elle a entraîné une absence de mise en concurrence avec pour effet de faire bénéficier à des entreprises des parts de marché plus importantes. À titre d'exemple, je vous cite un exemple, elle a cité une Madame Ndeye Kati Gadjaga qui serait propriétaire de 4 entreprises et qui aurait bénéficié de 17 marchés de matériels médicaux et des équipements de protection individuelle au ministère de la Santé pour un montant de plus de 15 milliards. Alors, vu le contexte assez particulier, est-ce que Abdoulaye Diouf Sarr, dans ces conditions, on peut parler de transparence? Non, mais justement parce que simplement, vous n'avez peut-être pas bien compris l'observation donc de la Cour. En aucun moment sur ces marchés cités, la Cour n'a indexé l'irrégularité sur la commande précise. La Cour n'a pas dit qu'on n'aurait pas dû commander ce matériel. La Cour n'a pas dit que ce matériel a été très cher. La Cour n'a pas dit que ce matériel n'a pas été livré. La Cour n'a pas dit que le matériel est de très mauvaise qualité. Mais la Cour a dit je termine. Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. La Cour n'a pas dit que ce matériel n'a pas été livré. La Cour a été voir jusque dans la livraison pour constater que le matériel a été bien livré au bon endroit. Mais cette personne-là n'est pas effectivement la seule personne qui a livré du matériel au ministère de la Santé. Et même si en réalité, il y a plusieurs structures, mais chaque structure vient offrir au ministère de la Santé quelque chose qu'on lui a demandé, dans des conditions où l'offre n'était pas une offre multiple, fondamentalement. Mais tout ce que le ministère de la Santé a demandé à des entreprises a été effectivement donc apprécié à la lumière des offres que nous avons reçues. Et on ne regardait pas derrière, est-ce qu'il y avait donc dans les offres une personne
qui avait effectivement 10 entreprises, 3 entreprises, 4 entreprises, on regardait quelle était l'offre la plus pertinente par rapport à la demande que nous avons faite. Est-ce qu'il n'était pas plus logique de regarder qui était derrière ces entreprises? Non, ce n'était pas important. Le plus important, vous savez, c'était quoi? Le plus important, c'était que je dise, j'ai besoin effectivement de tels produits. Aïssata vient en étant plus compétitive par rapport à ce produit et j'achète avec elle. Donc, si le lendemain, attendez que je termine, si le lendemain, je demande un autre produit équivalent, vous revenez en étant plus compétitif par rapport à ce que moi je demande, j'achète avec vous aussi. Je crois que le plus important, vous savez, Aïssata, il ne faut pas effectivement donc changer la compréhension de l'objectif que nous visions. L'objectif que nous visions, c'est d'avoir des produits dans de très bonnes conditions de qualité, dans de très bonnes conditions de prix et dans les délais. Et d'ailleurs, sur cette question-là, la Cour a fait une recommandation. Et la recommandation faite, si vous avez effectivement votre rapport, elle n'a pas été faite au ministère de la Santé. Parce que si la reproche a été faite au ministère de la Santé, la recommandation serait faite au ministère de la Santé. La recommandation est faite au ministère des Finances en lui disant, sur les décrets de cette nature, quand il y aura une pandémie dans l'avenir, quand il faut prendre ce genre de mesures, il va falloir encadrer le décret pour permettre une meilleure compétition. Alors que dans ce cas de figure, le contexte était tel que ce n'était pas la compétition qui était mais le plus contexte ne permettait pas la compétition. Mais ce n'était pas la compétition d'ailleurs qui était plus importante. Dans ce contexte-là, ce n'était pas la compétition qui était plus importante. Souvenez-vous, nous étions effectivement dans une crise où on n'avait aucune possibilité de lancer une compétition de cette envergure. Mais c'était une crise, il y a des pays où on était en train de gérer des deniers publics. Mais d'accord. C'était aussi important de veiller à certaines choses malgré l'urgence. Je vais vous dire, malgré l'urgence, il fallait veiller à ce que le prix soit très compétitif, sécurité de la ressource publique. Il fallait veiller à ce que la qualité y soit. Il fallait veiller à ce que la livraison soit effective dans les délais. Et souvenez-vous, dans certains pays, on a été même réquisitionner des produits quelque part. Donc fondamentalement, dans ce dossier-là, je ne vois pas en aucun moment un problème d'irrégularité. Il n'y en a pas du tout. Alors, et ça, il est important de le noter et de le répéter. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Abdoulaye Diouf Sarr. L'autre point concerne les données épidémiologiques. J'y arrive. Alors, l'audit révèle qu'il y a eu écart entre les données comptabilisées par le cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale et celles produites par les régions médicales. Abdoulaye Diouf Sarr, on vous a écouté, vous et vos équipes, tous les matins. L'information sanitaire que nous livraient vos équipes chaque matin était-elle réellement fiable? Mais très fiable. Très, très fiable. Vous savez, Aïssata, quand moi j'entends dire certaines choses, je suis surpris. C'est la Cour des comptes qui le dit. Ah non, la Cour des comptes n'a pas dit ça. C'est pourquoi il est important de savoir... La Cour des comptes a parlé d'écart. Et même concernant le nombre de décès déclarés, M. Abdoulaye Diouf Sarr, la Cour des comptes dit qu'il y a eu écart de 1027 décès, plus que la réalité. Les Sénégalais nous regardent, les Sénégalais nous écoutent. Il est important de s'écouter pour que ces Sénégalaises et les Sénégalais comprennent réellement ce qui s'est passé. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. La Cour des comptes fait un travail sur la base d'une méthodologie, recueille l'ensemble des données des régions et vient effectivement comparer avec ce que nous avons au niveau central et tire effectivement des écarts en disant que quand on fait le cumul de ce qui est au niveau central, ce n'est pas égal au cumul de toutes les régions. La Cour des comptes dit ça. Et ce que la Cour des comptes dit à ce niveau-là est vrai. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est ce que vous tirez comme conclusion de ça. Vous tirez comme conclusion que cet écart-là, c'est du faux. Non, cet écart, ce n'est pas du faux parce que la Cour des comptes n'a pas dit ça. La Cour des comptes dit que simplement il y a un écart. Et il faut travailler qu'il n'y ait pas d'écart. Mais l'écart peut provenir de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de données que nous recevons au niveau central, qui arrivent à l'Institut Pasteur ou à IRSF, par le biais de voyageurs, par le biais d'autres personnes qui vont se faire des tests et qui ne passent pas par les régions médicales. Énormément de données. Est-ce que fondamentalement ces données qui ne viennent pas des régions médicales, mais qui ont un autre circuit pour arriver au niveau des laboratoires, ce sont des données qu'on doit jeter? Non, ce sont des données à gérer dans la base centrale. Voilà un exemple qui peut justifier effectivement un écart. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas tout de suite faire dire à la Cour quelque chose qu'elle n'a pas dit.
L'opinion dit tout de suite, puisque la Cour dit que les données ne sont pas identiques, il y a du faux. Non, la Cour n'a pas tiré cette conclusion. Il y a du faux. Puisque les données ne sont pas identiques, il y a du faux. Ou bien vous voulez utiliser le terme marge d'erreur? Non, ce n'est même pas une marge d'erreur. Vous n'avez pas écouté l'exemple que j'ai donné à Aïssata. Si vous, en tant que Aïssata, vous allez à IRSF, Institut Pasteur, parce que vous voulez voyager, vous faites votre test, on dit elle est positive et on me l'envoie au niveau du ministère de la Santé. Moi, je mets dans ma base, je dis Aïssata est positive, ça ne vient pas des régions. Quand on fait le cumul des données au niveau des régions, on ne va pas vous trouver. Et pourtant, on va vous trouver chez moi. Donc, fondamentalement, il y a effectivement donc simplement ce qu'on appelle un rapprochement. Si vous étiez comptable, j'allais vous dire, vous devez faire ce qu'on appelle un état de rapprochement. Ce que vous avez dans une situation cumulée des régions n'est pas toujours ou forcément égal à ce qu'on a au niveau central, parce qu'il y a des choses qui arrivent au niveau central et qui ne passent pas au niveau des régions. Donc, il est important de le noter. Et d'ailleurs, sur ça... Donc, les données étaient fiables? Très fiables, très très fiables. Je crois que les épidémiologistes et les médecins qui travaillent au niveau des structures opérationnelles, quand ils entendent ce genre de choses, ils doivent soit rire sur le cap, soit être déçus, parce que fondamentalement, c'est une mauvaise compréhension de l'opinion. Très bien. L'opinion ne comprend pas réellement ce que la Cour veut dire. Mais la Cour a dit simplement qu'il y a un cumul de régions qui n'est pas égal au niveau central. Et la recommandation là doit nous pousser maintenant à trouver un outil de rapprochement. Pour dire, on doit trouver un outil tel que, quand on sort cet écart, on va remonter maintenant pour voir l'origine de ces cas qui sont au niveau central et qui ne sont pas au niveau des régions. Alors, Abdoulaye Diouf Sarr, quelle est votre responsabilité dans toutes ces fautes de gestion? Non, il n'y a pas de... Vous n'avez pas de responsabilité? Il n'y a pas... Ah non, attendez. Je crois que ça, sur ce point-là, je tiens vraiment à être très précis. Oui. Aïssata, l'État a mis 1000 milliards pour que l'économie du Sénégal ne s'effondre pas pendant la Covid. Dans les 1000 milliards, le ministère de la Santé a effectivement mis en œuvre 45 milliards. Et dans les 45 milliards, si on enlève les primes plus ce qu'on a payé aux hôtels, autour de 15 milliards. Donc fondamentalement, sur 1000 milliards, le rapport 45 milliards est important. Maintenant, dans ces 45 milliards, nous avons effectivement fait une formidable gestion financière. Parce que, encore une fois, même si c'était un franc mal géré, c'est une responsabilité. Et dans ce que nous avons géré comme 45... Sauf que dans ce cas, Abdoulaye Diouf Attendez, attendez que je termine, c'est important que je note. Oui. Sur les 45 milliards, en aucun moment, la Cour n'a demandé à ce que le ministère de la Santé soit mis sur le banc d'une accusation qui mérite une information judiciaire, sauf un cas. Sauf un cas, c'est le cas de Kaffrine. Le comptable de Kaffrine, sur 45 millions, on lui demande effectivement de venir justifier. C'est le seul cas qui a été donc noté comme nécessitant une information financière au niveau du ministère de la Santé. Sur l'ensemble des recommandations qui nous ont été faites, l'ensemble des recommandations, en dehors de cette recommandation qui exige une information financière au niveau du comptable de Kaffrine, c'est souvent des recommandations d'efficience. Ça veut dire que ça, la prochaine fois, si vous faites ça, ce sera encore mieux. Alors, et sur un cas, le CNGE, où on dit il y a des membres du CNGE qui ont reçu effectivement donc, des primes alors qu'ils n'étaient pas sur l'acte, c'est-à-dire l'acte de création du CNGE. C'est une recommandation de la Cour, mais à ce niveau-là, je me demande si il ne fallait pas juste modifier l'acte pour les mettre dans l'acte de création du CNG, parce que fondamentalement, ils ont fait le travail. Avant de nous quitter, Abdoulaye Diouf Sarr, quand vous entendez ou quand vous lisez un de vos collaborateurs dire qu'il y a eu l'achat de pyjamas dont il n'a jamais compris l'origine et la fonction, est-ce que vous étiez au courant de l'achat de ces pyjamas, Abdoulaye Diouf Sarr? Non, mais à ce niveau-là, je crois que je vous parlais du docteur Bousso, que je salue au passage, hein, à qui on fait effectivement dire des choses, mais fondamentalement, il l'a mis comme anecdote. C'est vrai qu'un médecin qui attend à ce qu'on lui remette un pyjama de travail, on lui amène un pyjama donc, qui doit être utilisé de manière classique, il peut être surpris, et ça relève de l'anecdote.
Mais ces pyjamas-là ont été utilisés dans le cadre de la riposte. Vous savez combien de Sénégalais nous avons hébergés dans les hôtels? Vous leur avez donné des pyjamas. Combien de Sénégalais nous avons effectivement hébergés dans les CTE? Et dans les CTE, dès que vous entrez, mais vous n'avez plus de contact avec le dehors. Vous restez, vous êtes pris en charge totalement par le CTE. Et vos habits sont amenés à l'incinération. Et ce que vous portez effectivement aussi doit être incinéré. Ces pyjamas-là ont été utilisés dans les CTE de la manière la plus normale. Mais je comprends que quand un médecin demande effectivement un pyjama et qu'on lui amène un pyjama classique, mais effectivement, il peut être surpris et ça relève de l'anecdote. Mais je suis persuadé que loin donc de son idée que de penser qu'il y a eu effectivement problème. Si vous lisez d'ailleurs son livre, à 2 niveaux et à 3 niveaux d'ailleurs, il dit des choses formidables qui expliquent que ce que nous avons fait ensemble, on l'a fait de la manière la plus remarquable. Il dit, monsieur le ministre, ne nous a jamais rien imposé. Et ça, c'est important que le docteur Bousso le dise. Il était très transparent avec nous parce que même dans les notes de communication qu'on faisait, il donc découvrait les notes en même temps que nous. Et c'est important. Et il dit, même par rapport à mon départ, pendant que les Sénégalais, en son temps, en tout cas l'opinion disait que bon, il n'était pas content, c'est pourquoi il était parti, il a rectifié en disant qu'au contraire, je suis venu en parler au ministre et on s'est entendu, il m'a même conseillé. Et ça, c'est important à noter. Alors, Abdoulaye Diouf Sarr, on est carrément à la fin de l'émission. Je ne peux pas vous interpeller sur ce qui se passe à Ngor. Ce sont vos cousins qui sont là-bas et qui se battent contre les forces de l'ordre qui veulent ériger un poste de gendarmerie sur une surface de 6800 mètres carrés. Comment quelle appréciation faites-vous de cette affaire et quel est votre point de vue? Moi, je suis de Ngor, je suis de Ouakam, je suis de Yoff. Je suis de la région du Cap-Vert, je suis des 121 villages Bébou, je suis sénégalais. Et j'apprécie toujours des choses comme ça avec énormément de responsabilité. Énormément de responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'État échange avec nos populations, il faut laisser effectivement l'échange, il faut laisser effectivement la négociation, il faut laisser la discussion se faire effectivement dans l'intérêt réciproque donc, de l'État et de Ngor. J'allais même dire dans l'intérêt de Ngor, parce que l'État est là pour gérer les intérêts de Ngor. Dans tous les cas de figure, ce que moi je dis, c'est que les intérêts de Ngor seront sauvegardés et doivent être sauvegardés. Fondamentalement, c'est ça. Il ne faut pas être dans une logique de croire qu'il y a effectivement une guerre entre Ngor et l'État. L'érection d'un poste de gendarmerie ou la construction d'un lycée ou d'un SEM tel qu'il le réclame. Les intérêts de Ngor seront déterminés par les Ngorois et l'État effectivement va faire en sorte que les intérêts de Ngor soient sauvegardés. Les Ngorois ne veulent pas de la gendarmerie. Ça, c'est vous qui le dites. Pourquoi je dis que c'est vous qui le dites? La gendarmerie était hébergée par Ngor pendant des années dans un autre site. Et quand les gendarmes ont voulu quitter ce site, c'est les Ngorois qui leur ont demandé de tout faire pour rester pour des considérations de sécurité. Aujourd'hui, dire que les Ngorois ne veulent pas de gendarmerie, c'est insulter les Ngorois. Au contraire, ils veulent une gendarmerie. Mais ils veulent une gendarmerie qui tienne compte de leur intérêt aussi. Leur intérêt, c'est aussi avoir un lycée. Parce que Ngor doit avoir un lycée. Ngor doit avoir un lycée, Ngor doit avoir un CM. Et ce lycée de Ngor, le président de la République l'a décidé depuis très longtemps, avait même réservé un site pour ça. Il est même surpris de voir que ce lycée-là n'est pas fait jusque-là. Donc aujourd'hui, il faut concilier les deux. Il faut faire en sorte qu'il y ait un lycée pour Ngor. Il faut faire en sorte que la sécurité aussi soit assurée pour les Ngorois. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas vraiment qu'on essaie de présenter les choses comme il y avait une opposition entre un État et Ngor. Moi, je suis dans ce processus-là pour faciliter les choses, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis Ngorois comme tous les Ngorois qui sont là-bas. Même si, en tout cas, ma maison et mon truc est à Yoff. Abdoulaye Diouf Sarr, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, Aïssata. Merci à toute l'équipe technique, merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs et à nos lecteurs. Le JDD, c'est terminé, on se donne rendez-vous dimanche prochain.